Je suis enseignant-chercheur à l'Université Assane Seck de Ziguinchor en mathématiques, en géométrie algébrique réelle. Donc, cette petite phrase, je trouve que c'est un bon résumé en mots de ce que nous faisons en mathématiques avec des équations. Alors, j'aime bien présenter mon domaine de recherche en écrivant que des mots, parce que je trouve que ça humanise les mathématiques, ça les ramène à ce qu'elles sont, c'est-à-dire une activité humaine, et que malheureusement la lourdeur du langage a tendance à enlever. Les mathématiques restent pour moi quelque chose qui en réalité s'implante chez quelqu'un quand il est enfant. Donc pour moi ça reste quelque chose de simple, c'est-à-dire quand on l'a saisi, ça redevient simple. Voilà. Donc mon domaine de recherche, c'est l'algorithmique pour essayer de découvrir les formes géométriques qui se cachent derrière les équations algébriques. Ah, c'est une question très intéressante. En réalité, il faut se rendre compte que bon, moi, je suis né au Sénégal. Ma langue maternelle, ce n'est pas le français. Mais vous savez, quand on grandit et qu'on pratique une autre langue, et qu'à l'âge de 7 ans, on arrive à l'école, en fait, dans mon cas, l'école se passe en français, dans cette langue-là que je ne connais pas. Mais j'avais vite remarqué que le calcul, lui, était universel. C'est-à-dire, autant j'avais besoin de réapprendre des mots, de connaître les traductions des phrases que je faisais, mais par contre, le calcul, ça, je gardais les aptitudes avec lesquelles j'ai évolué de 0 à 7 ans. Donc je me suis tout de suite, à cet âge-là, rendu compte du caractère universel du calcul. Évidemment, ça s'est fait de cette façon-là, mais pas sans question. J'ai eu des blocages à cet âge-là que je n'ai su finalement résoudre que quand je suis arrivé à l'université. Et l'un des blocages, c'était le fait que dans nos langues, dans nos langues traditionnelles, en fait, on ne compte pas dans les mêmes bases que le français, par exemple. Quand on compte en français, on compte en base 10. On compte jusqu'à 10, 11, 12, etc. Tout est organisé de cette façon. Et dans nos langues, on compte dans des bases mixtes. Tantôt la base c'est une base 5, tantôt elle est 10, tantôt elle est 20. Et très vite, quand les calculs ont commencé à se complexifier, j'avais noté que les facilités que j'avais à calculer dans ma langue maternelle n'étaient pas les mêmes. C'est-à-dire les règles étaient légèrement différentes. Et finalement, à partir de ce moment, j'ai dû quand même faire un effort de réapprendre les chiffres dans ce nouveau système. Et c'est vraiment quand je suis arrivé à l'université, quand j'ai commencé à avoir une compréhension beaucoup plus profonde des mathématiques, que j'ai su concilier ces deux techniques et j'ai compris que c'était des histoires de changement de base et que c'était normal qu'à mon âge tout petit, que je ne pouvais pas totalement saisir ça. Alors, bon, tout petit, moi je viens d'une famille nombreuse, c'est-à-dire ma mère avait 10 enfants, 8 garçons, 2 filles. Et en réalité, ça faisait partie de l'organisation quotidienne de la famille que d'avoir le deuxième de tes grands frères qui s'occupe de toi. Alors, ou bien la deuxième de tes grandes sœurs qui s'occupe de toi. Moi, j'ai eu la chance, je pense que j'ai eu la chance d'avoir une grande sœur qui s'occupait de moi, qui savait manier ma sensibilité, qui savait me pousser. Donc, les études d'abord, parce qu'au début, c'est aimer les études. Ce n'est pas encore les maths. J'ai aimé les études à cause de ce rapport que ma grande sœur avait su placer, c'est-à-dire dans nos relations, le fait que j'étudie bien, la manière dont ça façonnait notre rapport. Ça m'encourageait à bien étudier. Donc jusque-là, c'était les études globales.
Et c'est arrivé au collège, en réalité, la première personne qui m'a vraiment fait savoir que je pouvais aller loin dans mes études, c'était mon prof de maths de la classe de 5e, Abdoulaye Diop, Michel Diop, un excellent prof, qui le premier m'a dit, écoute, je sais que tu t'en rends pas compte, mais tu as des facilités en maths. Et c'est à partir de ce moment-là que j'ai pris conscience et que je me suis mis à travailler avec beaucoup plus d'attention. C'est d'abord une arrivée en France qui s'est passée dans certaines conditions, parce que moi, je venais d'un village reculé du Sénégal. C'est-à-dire, je n'ai pas le profil type des Sénégalais qui arrivent en France pour faire des études. Moi, je viens de Tchonkessi, d'un village reculé, où il n'y avait pas d'électricité, etc. Il n'y avait rien. La seule chose qui a fait que je suis arrivé en France, c'est que j'étais particulièrement bon en maths. C'est-à-dire, j'avais des facilités à faire beaucoup de maths. C'est comme ça que je suis arrivé en France. Et au début, évidemment, quand j'arrivais en France, nous, à l'époque, on n'était pas très bien informés sur les métiers qu'il y avait, les maths, etc. Bon, la seule chose vers laquelle on nous faisait rêver, c'est que tu vas être ingénieur et puis après, tu vas gagner beaucoup d'argent. Donc, je suis arrivé en France pour faire des classes prépa, parce que c'était le destin réservé aux meilleurs élèves, etc. Mais quand je suis arrivé en prépa, j'ai tout de suite compris que moi, en fait, j'avais une réelle passion des maths et la manière et la vitesse à laquelle les choses se passaient en prépa ne me convenait pas. J'avais besoin de prendre le temps de digérer les choses. Et c'est comme ça que, en fait, j'ai viré pour aller faire des maths à la fac. Et, c'est drôle, mais la première forte sensation de découverte que j'ai eue, ce n'était pas en fait une vraie découverte, mais en fait, c'est celle-là qui m'a donné envie de faire de la recherche. J'étais en Master 2 et il y avait un résultat de notre cours de géométrie algébrique justement qui me semblait hyper compliqué. La démonstration faisait 2 ou 3 pages. Et un jour, en la relisant, j'avais eu l'impression que cette démonstration était trop compliquée, que je pouvais la faire autrement. Et en regardant cette démonstration, j'avais trouvé une courte démonstration qui m'avait donné beaucoup de satisfaction. Et j'étais parti appeler mes profs. Je me rappelle à l'époque, à l'Université de Limoges, j'avais Moulay Barkatou, Jacques-Arthur Veil et Olivier Roata. Je les ai appelés pour leur dire, écoutez, tel théorème que vous m'enseignez avec telle longueur, moi j'ai trouvé une autre façon de le faire beaucoup plus vite. Alors évidemment, j'ai fait la démonstration devant eux. La démonstration était très séduisante, mais il y avait une erreur. Mais en fait, c'est-à-dire, j'ai vécu tous les bons sentiments du chercheur. C'est-à-dire, j'étais content, je n'ai pas dormi la nuit, je suis arrivé le matin confiant devant quasiment un jury qui a su m'écouter, qui a su me dire ce qu'il y avait de bien et l'erreur qu'il y avait. Et c'est ce jour-là que j'ai compris que j'aimerais bien faire cette activité-là, où on peut à la fois être excité, où on peut se tromper, se reprendre, comprendre pourquoi on s'est trompé. Donc, le premier fort sentiment que j'ai eu, c'est celui-là. J'étais encore en Master 1. Évidemment, j'ai commencé ma thèse 2 ans après. Et en réalité, le premier résultat que j'ai eu, je l'ai eu en étant en stage de master à l'INRIA Sophia Antipolis, où j'étais allé en stage de master comme font les étudiants de master 2, mais ce n'était pas le sujet que j'allais faire. Ce n'était pas la géométrie algébrique que j'allais réellement faire en thèse. J'avais déjà un sujet de thèse sur la théorie de Galois différentielle, mais j'avais choisi d'aller à Nice parce que j'aimais bien cet endroit. Et j'avais pris ce sujet de mémoire qui portait justement sur le calcul topologie de courbes algébriques planes. Et donc Bernard Morin, qui était mon directeur de mémoire à l'époque,
à la fin du stage, il m'a dit que c'est dommage que tu veuilles retourner faire autre chose parce que tu as fait des avancées en quelques mois. Si tu continues à en tête sur ce sujet, tous ces acquis, tu les garderas. Et c'est comme ça que j'ai poursuivi sur ce domaine et que j'ai eu mes premiers résultats. Voilà. Le retour à l'Afrique, ça se passe après la thèse, après que j'eus un poste d'ingénieur de recherche au LIX. Okay. Évidemment, je finis ma thèse, les postes sont rares, donc on prend les opportunités telles qu'elles se présentent. Donc je prends ce poste d'ingénieur de recherche et je suis au LIX. Et puis je me souviens d'une chose, c'est qu'en fait pour moi je suis venu en France étudier. C'est-à-dire quand je quittais le Sénégal et que je venais, ça n'a jamais été un voyage sans retour. Pour moi, c'était je vais aller étudier. Après, quand j'ai pris ce poste, je me suis rendu compte que j'étais en train de m'installer. Je me suis arrêté à nouveau pour réfléchir. Et d'ailleurs, toujours, parce que Marie-Françoise a énormément aussi d'influence sur moi, elle était invitée à une émission sur RFI pendant que j'étais à l'école polytechnique et toujours comme elle intervient en Afrique, RFI c'est une radio qui couvre bien l'Afrique, ils lui ont demandé est-ce que tu connaîtrais un Africain qui voudrait parler des maths en Afrique et elle avait donné mon nom et en discutant, en faisant cette interview, ça m'avait rappelé l'impératif d'un retour pour essayer, on va dire, de servir notre pays, notre continent. Et puis après, je me suis remis à rechercher. Et j'ai eu un poste à l'endroit idéal, à Ziguinchor, ville de mes origines, qui n'avait pas d'université au moment où je quittais et qui venait d'ouvrir une toute jeune université. Je me suis dit, tiens, je vais y aller. C'est comme ça que le retour s'est fait, on va dire 12 ans après. Alors, la Casamance, pour ceux qui connaissent un peu le Sénégal, c'est la partie la plus verte du Sénégal, complètement au sud, légèrement enclavée parce que elle est séparée du reste du Sénégal par un pays, la Gambie. Mais ça reste une région d'une richesse culturelle extraordinaire, une région fortement scolarisée. D'ailleurs, en fait, mis à part la capitale Dakar, Ziguinchor reste la deuxième région la plus scolarisée qui fait les meilleurs résultats au bac. Donc, mais cette région n'avait pas d'université, lié aussi au contexte sénégalais, il y avait un conflit dans la zone, etc. Et donc tous les jeunes de cette zone-là allaient étudier à Dakar, jusqu'à ce que le fameux drame du bateau de Joola se produise. Et si vous vous souvenez, c'était vers les fins d'un mois de septembre, période où les étudiants retournent tous à Dakar. Donc il y a eu une grande partie des jeunes de la Casamance, jeunes étudiants, jeunes cadres, qui ont perdu la vie. Et le président Abdoulaye Wade, à l'époque, avait trouvé cette manière originale de se réconcilier avec le peuple casacé, c'était de dire je vais construire une université comme ça, cette jeunesse-là qui aime étudier n'aura plus besoin de remonter jusqu'à Dakar pour faire des études supérieures. Donc vous voyez, c'est dans ce contexte-là que l'université de Ziguinchor s'est créée. Donc c'est une université qui arrive dans une zone où on aime étudier. C'est une université qui arrive dans une zone déjà meurtrie par son passé de partie enclavée du Sénégal, enclavement qui a été à l'origine de crises et des tensions séparatrices dans cette zone. Donc c'est une université qui arrive après le naufrage du bateau de Joola. Donc c'est une université qui arrive dans cette région et qui apporte énormément d'espoir. Aujourd'hui, l'université de Ziguinchor, c'est juste
le premier employeur de la région. Donc, bon, moi, quand j'ai vu cette université-là, naissante, n'ayant pas moi-même connu l'université sénégalaise, parce que je suis venu juste après le bac, je me suis dit, tiens, voilà une opportunité d'aller et d'essayer d'implanter de nouvelles choses, de nouvelles habitudes. Parce que une bonne partie des tares des universités africaines, c'est d'avoir grandi avec, on va dire, c'est comme un enfant qui grandit avec une malformation. Après, bon, elle est là. On peut toujours espérer par une chirurgie réparer ça, mais c'est compliqué. Donc je me suis dit, tiens, ben voilà une université qui est naissante. Je vais y aller et je vais fortement m'impliquer. Voilà. Donc, au début, bon, j'arrive à l'université, je suis un enseignant-chercheur qu'on vient de recruter. Je m'engage dans les tâches du quotidien, l'enseignement, la recherche. Je garde mes contacts un peu partout dans le monde pour pallier aux insuffisances qui sont là, parce que bon, c'est des universités fortement peuplées avec des infrastructures qui manquent. Donc la priorité, c'est plus l'enseignement, parce qu'il y a une pression énorme qu'exerce cette jeunesse demandeuse d'éducation. Donc, si on a envie de garder son âme de chercheur, il faut garder ses contacts avec le monde pour pouvoir faire des allers-retours, accueillir des gens, etc. Donc, voilà comment j'arrive dans cette université. Et tout de suite, dès que je suis arrivé, j'ai eu à cœur d'organiser au moins chaque année une activité de recherche. Une école SIMPA, une école mathématique africaine ou juste une conférence. Toujours trouver une excuse pour rassembler 1, 2, 3 collègues de tel endroit du monde pour faire vivre les maths à Ziguinchor, à l'université. Ça, je l'ai toujours fait. Au-delà de ça également, j'étais très engagé dans le cadre du syndicat des enseignants-chercheurs parce qu'on arrive dans un contexte d'une université naissante où il manquait beaucoup de choses, où on comprend tout de suite qu'il faut des instruments pour faire avancer les choses. Donc, bon, j'ai été très engagé, donc, et puis très connu aussi pour ça dans l'université. Ben, j'ai allié ces 3 activités, enseignement, recherche avec des collègues étrangers et engagement syndical pour faire avancer les choses. Et quand j'ai fini mes mandats, mon engagement syndical, le nouveau recteur qui est arrivé, bon, m'avait déjà remarqué parce que bon, je suis visible sur les activités scientifiques que j'organise, mon engagement, et m'a demandé de venir l'aider autrement à améliorer l'université. Et donc m'a confié la direction de l'informatique et des systèmes d'information de l'université, mais également, surtout, m'a pris comme une sorte de boîte à idées à côté de lui. Donc voilà, parce qu'il avait vu que bon, j'ai tout le temps des idées, j'ai tout le temps envie de faire quelque chose de nouveau, j'ai tout le temps envie de faire bouger, ne serait-ce que d'un centimètre les choses. Tant que je ne suis pas en train de faire ça, je n'ai pas l'impression d'être dans mon rôle. Alors, ce programme de recherche INPER comportait 3 volets au moment même où on montait ma candidature avec Marie-Françoise. Il y avait un volet recherche sur un sujet qui est un peu la continuité de ce que nous faisions, c'est-à-dire sur les arrangements de courbes algébriques. Il y avait un volet enseignement transmission de savoir que le format de la bourse nous imposait, et que ce que je trouvais d'ailleurs très bien. L'ICTP et le SIMPA avaient dit, dans ce recherche INPER, il faudra faire un cours de 6 ou 8 heures sur une thématique de recherche. Avec Marie-Françoise, on s'est dit, ça tombe bien. On avait notre dernier papier qui est sorti en 2022. C'est un gros papier de 65 pages. On s'est dit, en général, des papiers comme ça,
les jeunes n'ont pas le courage de l'attaquer comme ça, ben on va un peu le démonter sur un cours, comme ça on broie un peu le travail, on les encourage à l'étudier. Donc, sur ce volet-là, on a fait un cours sur notre dernier papier, Algebraic Bound, Bound in Algebraic Polynomials. Et puis ensuite, le troisième volet portait sur ce projet. Au bureau du recteur, alors qu'on discutait sur comment on doit faire pour mieux faire marcher la recherche, organiser plus d'activités. J'ai dit au recteur, vous savez, moi, j'organise régulièrement des activités. Et je peux vous dire ce qui pose problème. C'est-à-dire avoir une idée d'une activité de recherche, contacter les collègues partout dans le monde. Ziguinchor est un endroit qu'on aime. Quel que soit celui que tu contactes pour venir à une activité de recherche à Ziguinchor, il suffit qu'il aille sur Internet, qu'il regarde la zone, il a envie de venir découvrir. Je dis que, mais par contre, ce qui fait obstacle, c'est le coût. C'est-à-dire quand on se lance dans l'organisation d'une activité, il faut aller chercher des fonds. Parce que si tu veux faire l'activité dans un endroit adéquat, il faut que tu trouves des fonds pour bien loger les gens, bien les nourrir, bien les accueillir, etc. Et je lui ai dit qu'à chaque fois que j'organise une telle activité, c'est ça mon angoisse. Ce n'est jamais la partie scientifique. La partie scientifique, je sais que j'aurai les gens. Et je lui ai dit, je ne sais pas pourquoi on ne met pas en place quelque chose qui nous enlèverait cette angoisse-là pour longtemps. Et il m'avait dit quelque chose comme quoi? Je lui ai dit, mais quelque chose comme le CIRM. Bon, le recteur est un prof de droit, il ne connaît pas le CIRM. Donc je lui explique le principe suivant lequel le CIRM fonctionne. Et il me répond, oui, ben, alors comment on s'y prend? Je lui dis, d'expérience, pour faire marcher ce genre d'idée, il faut arriver avec quelque chose en main. Il me dit quelque chose comme quoi? Je lui dis, il faut qu'on trouve un lieu. Il faut qu'on trouve un lieu, un beau lieu, et on dira qu'on apporte ça. Qui veut nous aider? Il me dit, ah bon, vous pouvez aller chercher le lieu. Évidemment, le lieu, il faut trouver un endroit à côté de la mer, accueillant, boisé, alors que tu n'as pas de sous. Évidemment, moi j'y croyais, hein, je me disais, bon, je vais aller voir les gens, je vais faire des enquêtes. En posant des questions à gauche, à droite, j'ai su qu'il y avait quelques gens qui étaient propriétaires terriens dans des endroits. J'en ai visité un ou deux qui m'ont bien fait comprendre que je rêvais bien, que ces endroits-là coûtaient des millions d'euros. Ils ne voient pas pourquoi ils me le donneraient. Et donc, un jour, j'ai croisé un collègue physicien qui est à l'université de Ziguinchor et qui est de cette zone-là où il y a ces belles terres. Et je lui ai dit, tu sais, moi, actuellement, j'ai un problème. J'ai parlé avec le directeur de tel projet, mais je me rends compte qu'effectivement, j'ai trop rêvé, quoi. Je n'arrive pas à trouver l'endroit. Il me regarde avec le sourire jusqu'ici et il me dit, ah, je connais quelqu'un qui peut-être accepterait de te donner des terres pour faire une telle idée. Je lui dis, ah bon? Je dis, c'est qui ce quelqu'un? Il me dit, c'est mon père. Je lui dis, comment ça, ton père? Il me dit, mon père, il m'explique, je connais la zone, il me dit, tu vois tel endroit? Je lui dis, oui. Il me dit, c'est à mon père. On lui demande depuis longtemps d'en vendre une partie, il refuse de vendre la terre de ses aïeux. Il me dit, par contre, je suis sûr qu'avec une telle idée, peut-être qu'il t'en donnera un bout. Je lui dis, ok, il faut m'amener rencontrer ton père. Et sincèrement, il connaissait bien son papa. Quand je suis arrivé, je lui ai raconté, et c'est cette histoire qu'on raconte un peu dans la fiche qui décrit le projet. Je suis arrivé, je lui ai expliqué. Je lui ai expliqué ce que l'on cherche à faire. On veut un lieu pour accueillir des penseurs du monde entier, pour parler de science, l'impact. Je lui ai expliqué un peu l'impact que ça aura pour les jeunes du village qui
qui vont savoir que juste à côté, il y a des gens qui viennent d'un peu partout dans le monde pour parler de science, etc. Je lui ai un peu expliqué tout ça. Il m'a dit, bon, pour ça, je vous donne la partie que vous voulez. Parce que, il me dit, j'ai jamais voulu vendre ces terres, parce que quand mon père me les transmettait, s'il avait eu l'idée de les vendre, il ne me les transmettrait pas. Mais il me dit que mes aïeuls seraient bien d'accord qu'un bout de cette terre serve pour l'érection du centre. Et c'est comme ça que je suis revenu pour dire au recteur, ben voilà, on a fait un pas. Et le deuxième pas, je lui ai dit, il nous faut vraiment quelqu'un de généreux, qui connaît comment fonctionne le monde, qui connaît l'Afrique, qui connaît le Sénégal et qui saura nous aider pour un peu vendre le projet à l'international et obtenir les soutiens pour le monter. Et il m'a dit, est-ce que tu connais quelqu'un? Je lui ai dit, je ne connais qu'une personne, c'est Marie-Françoise. Je la connais suffisamment longtemps, je l'ai suffisamment vue fonctionner et je pense que si elle accepte, ça va nous faire avancer. Alors, évidemment, j'avais déjà programmé une visite de Marie-Françoise à Ziguinchor. J'ai attendu que Marie-Françoise arrive à Ziguinchor. Je lui ai dit, bah, on va aller voir le recteur. Marie-Françoise, on se visite ces 10 dernières années, on ne reste jamais une année sans que je n'aille à Rennes et qu'elle vienne à Ziguinchor. Mais je ne l'ai jamais amenée voir aucune autorité de l'université. Quand elle arrivait, on faisait nos maths et puis voilà. Et cette fois-ci, quand je lui ai dit que je vais t'amener voir le recteur, elle m'a regardé, elle m'a dit, je ne sais pas, qu'est-ce que tu prépares encore comme coup? Je lui ai dit, on y va. Et arrivé dans le bureau du recteur, ben, j'avais déjà préparé mon coup. J'ai dit au recteur, il faut lui demander officiellement de nous aider, etc. Et c'est comme ça que ce projet est devenu notre projet tous les deux avec Marie-Françoise et justement, quand on montait ce Research in Pair, on tenait à faire figurer ça dedans parce qu'on savait qu'on allait fortement aussi travailler pendant ces 2 mois sur le projet. En réalité, et tel que je l'ai dit à Marie-Françoise, j'ai dit à Marie-Françoise, pour que ça soit clair que ce qu'on attend du CIRM et des autres centres dans le monde, c'est leur expérience, on cherchera l'argent à l'intérieur du Sénégal. Pour que ça soit clair. Parce que, je l'ai dit, ce qui nuit en général à la coopération entre l'Afrique et l'Europe, c'est tout le temps cette histoire, c'est l'argent qui arrive et ce n'est pas le plus important. Pour moi, ça a été clair dès le départ et je l'ai dit à Marie-Françoise, qui aussi était d'accord. Je lui ai dit, je prends l'engagement que si on a l'engagement de structures internationales pour nous aider à bien le faire, on trouvera les sous à l'intérieur du Sénégal. Et le CIRM, ben nous, on a envie de faire. Qui regarde cette machine, qui voit combien de fois tout ça est fluide, c'est qu'il y a énormément d'expertise et de travail derrière. C'est-à-dire quand une structure fonctionne de façon simple, c'est qu'il y a eu en amont énormément de travail et d'expérience engagée. En tout cas, moi, je sais ça. Je vais prendre une chose, c'est que je veux que le CIRM soit le parrain. Et quand je dis le parrain, c'est-à-dire que quand on doit faire un pas, que le CIRM puisse nous dire, ben, ce pas-là, c'est celui-là qu'il faut poser, parce qu'il n'y a que comme ça qu'on gagnera du temps.